Si vous n'êtes pas l'ami de votre cerveau, c'est que vous n'êtes pas votre propre ami. Vous savez, il y a un anarchiste célèbre qui s'appelait celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. De la même façon, si vous ne vous appartenez pas, vous ne pouvez pas donner. Donc la première des choses pour un être humain, c'est de s'appartenir, c'est-à-dire d'être en pleine possession de son moi, de son jeu. Notre cerveau, il mène sa vie. Il a des réseaux, il est comme un ordinateur, mais infiniment plus complexe, qui prépare les actions, qui reçoit les sensations, qui intègre tout ça, qui va aller chercher des souvenirs pour trouver une référence, pour traiter ce qui se passe en ce moment. Et tout ça, ça va arriver quelquefois à l'acte, passage à l'acte, et conscience du passage à l'acte. Alors nous sommes conscients. On a à peu près 100 milliards de cellules qui s'autodétruisent chaque jour dans notre corps, ce qui fait à peu près 100 000 par seconde. Et donc d'une certaine façon, je veux dire, chacun d'entre nous et chaque être vivant est en partie à chaque moment en train de mourir et en train de renaître. Et ces cellules sont remplacées par d'autres cellules. Donc il y a dans cette déconstruction permanente quelque chose qui favorise, qui permet la reconstruction, c'est-à-dire l'adaptation, le changement, la persistance dans le changement, ce qui caractérise la vie. C'est-à-dire au fond cette réinvention perpétuelle qui fait que là où on a l'impression qu'il y a simplement pérennité, il y a sans cesse déconstruction et reconstruction. Et ces cellules peuvent s'autodétruire parce qu'elles fabriquent en permanence, à partir de nos gènes, de leurs gènes, des outils qui sont capables de précipiter leur fin et d'autres qui sont capables, pendant un temps, un jour, en général 2 jours, de réfréner ces exécuteurs et donc de protéger la cellule et de lui permettre de survivre. Ce qu'on sait aussi, c'est que la survie de chaque cellule dépend à tout moment de la nature des contacts, des interactions, des échanges qu'elle a pu établir avec les cellules qui l'entourent. Le cerveau, c'est 1500 grammes de matière amorphe, de chair molle, comme dirait un célèbre praticien d'intelligence artificielle. C'est de la chair molle, mais c'est de la chair molle dont la structure, dans la substance, la texture est extrêmement complexe. Mais en apparence, c'est ça. En plus, paradoxalement, ce lieu où convergent toutes les sensibilités du corps est un lieu insensible où vous touchez un cerveau sans faire mal à l'individu. Il n'y a pas de terminaison douloureuse dans le cerveau. C'est quelque chose d'extraordinairement organisé dans sa structure, avec son cortex, ses circonvolutions, qui ont une géométrie très particulière. C'est quelque chose dont la surface est beaucoup plus grande que la surface de l'intérieur du crâne, parce qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur du crâne avec cette surface. Alors il est plié, replié. Si vous le dépliez, ça fait 2 mètres carrés à peu près, alors que a priori ça fait à peine 0,50 mètres carrés. Donc c'est fait de plis, de replis. Et à l'intérieur, il y a toute une complexité de régions, de voies qui rentrent, qui vont se terminer sur le cortex, des voies qui sont constituées de petites cellules qu'on appelle des neurones. Il y en a à peu près 10 milliards. D'autres cellules, il y en a presque autant, qui vont accompagner le neurone comme son maître et son valet. Vous voyez, c'est les cellules gliales. Et puis, tout ça va se rassembler plus ou moins en groupe, qu'on appelle les centres. Puis, ça va faire des voies locales, des connexions, des réseaux, puis des réseaux qui projettent sur d'autres structures. Donc, il y a toute une géographie de ce continent, ce que dans mon livre j'appelle un véritable continent à explorer, qu'est le cerveau, avec une géographie et d'une extraordinaire complexité, mais qui peut être décrit en première approximation et au niveau macroscopique. Et c'est vrai qu'il y a un climat cérébral, le climat qui se traduit par des humeurs, par des dépressions. Le langage est le même. Un cerveau, la dépression, c'est une sorte de nuage noir qui vient obscurcir vos humeurs, les humeurs, avec les variations des humeurs qui sont un peu comme les marées hautes ou basses, les fluctuations, les tempêtes,
les orages que ce sont, la manie, etc. Donc c'est vrai qu'en plus c'est un climat tempéré, parce qu'a priori le cerveau reste toujours à la même température, qui est de 37 degrés, et que dès que la température tend à s'élever, eh bien le cerveau va mettre en jeu des mécanismes qui vont refroidir le sang et qui permettront au corps tout entier de rester à la même température. C'est le maître de la température. Le cerveau se refroidit à 4 heures du matin. Et il y a une chute de la température du corps, du coup, qui suit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rythme circadien. Ça fait un peu plus de 24 heures et ça ne bouge pas, même quand vous êtes dans l'obscurité. Et ces rythmes sont après entretenus par la lumière du jour et de la nuit, qui alternent, ce qu'on appelle des Zeitgeber, qui synchronisent nos horloges internes qui sont logées dans le cerveau. Il y a des horloges dans le cerveau qui marquent à peu près les 24 heures et qui sont synchronisées sur le jour et la nuit, qui entraînent et remettent toujours à l'heure les pendules. Alors quand la nuit et le jour varient de durée, évidemment, il y a des glissements, des modifications, et l'organisme s'adapte à ces variations du temps. La chose la plus extraordinaire du cerveau, c'est pas seulement le fait que c'est une complexité fantastique et qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, de génome vraiment adapté à ça. Il y a une espèce de spontanéité de la formation du cerveau. C'est extraordinaire. Mais la deuxième merveille, entre autres, il y en a d'autres, mais la seconde pour nous maintenant, c'est celle-ci, c'est que le cerveau il n'y a pas d'innervation du cerveau pour lui-même. Le cerveau, autant on sent ses mains, enfin on peut les sentir, on ne sent pas son cerveau. C'est donc un instrument qui est tout entier, pour ainsi dire, extraverti. Il est tout entier au service de celui qui l'emploie. C'est quand même extraordinaire. Alors on ne peut rien penser sans cerveau, mais le cerveau comme tel n'a pas de sensibilité propre. Le cerveau fonctionne sans que l'on ait conscience. C'est extraordinaire. C'est qu'actuellement la définition légale de la mort, c'est pas du tout la mort biologique de la personne, c'est l'absence de détection de toute activité cérébrale, ce que l'on traduit par l'absence de tout signe de vie intérieure. Donc ce qui définit la vie d'une personne, c'est pas la vie au sens biologique, c'est sa capacité à avoir une vie intérieure. Maintenant, si on parcourt la diversité du vivant, eh bien, il est certain que ces notions, lorsqu'il s'agit d'un arbre, d'une fleur ou d'un tout petit animal, sont plus difficiles à penser si on essaye d'écarter cette vision anthropomorphique qui tient la conscience. Ce sont des êtres auxquels, en tout cas, nous n'attribuons pas, à tort ou à raison, une conscience. Et donc, raisonner sur la mort d'un arbre, est-ce que c'est vraiment de la mort au sens de la disparition d'une individualité? Est-ce que ce qui persiste d'un arbre, qui est une graine qui va donner un nouvel arbre, est tellement radicalement différent de ce qui disparaît que le terme de vie et de mort est plus approprié que celui de transformation ou de métamorphose? C'est une question que je ne suis pas sûr que notre sentiment anthropomorphique tout à fait justifié, que la conscience de l'individu est quelque chose qui ne peut pas se transmettre, a un sens quand on explore des dimensions du vivant dont la conscience est absente. Et donc lorsqu'on parle de cellules, par exemple, qui sont encore une fois les composants universels du vivant, on est plus, à mon sens, dans des phénomènes de déconstruction et de reconstruction insérés dans la complexité de l'évolution et de l'adaptation de la vie, que dans des phénomènes de vie et de mort, au sens où nous l'entendons implicitement quand nous en parlons. On a l'impression que la vie est quelque chose qui est un événement qui va de soi, qui est positif, une cellule vie, et ça suggère que, au fond, la vie procède peut-être de la négation permanente d'un événement négatif, c'est-à-dire de la répression permanente d'une autodestruction. On a aussi l'impression que la vie est individuelle, c'est-à-dire qu'une cellule vit, et ça suggère qu'il y a une dimension collective dans la définition de la vie, qu'au fond, si vous demandez ce qui dans une cellule lui est nécessaire et suffisant pour vivre, vous ne pouvez pas répondre si vous oubliez qu'il y a la présence des autres. Chaque être vivant est en partie à chaque moment en train de mourir et en train de renaître. Et ces cellules sont remplacées par d'autres cellules. Donc il y a dans cette déconstruction permanente quelque chose qui favorise, qui permet la reconstruction, c'est-à-dire l'adaptation, le changement, la persistance dans le changement, ce qui caractérise la vie. C'est-à-dire au fond cette réinvention perpétuelle qui fait que là où on a l'impression qu'il y a simplement pérennité, il y a sans cesse déconstruction et reconstruction.
à partir du moment où aucune cellule ne peut habituellement vivre seule, eh bien ça veut dire que les destins sont liés. Et le fait que ces destins soient liés en termes de vie ou de mort, parce que c'est pas parce que la présence d'autres cellules est nécessaire à la vie qu'elle est suffisante pour empêcher la mort. Et donc ça crée soit des équilibres, soit des déséquilibres, mais dans lequel vous avez toujours une régulation collective et non pas la somme de comportements individuels. Quand on parle des neurosciences aux législateurs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il nous vient à l'esprit deux choses. D'abord, les fantasmes qui sont nés dans le public à la suite d'un certain nombre de publications sur le cerveau. On arrive à faire de très belles publications sur le cerveau, très attractives, parce qu'on sait aujourd'hui faire de très belles images du cerveau. Et on sait donner au lecteur lambda l'envie de lire, et on arrive à le faire fantasmer sur des potentialités qu'on aurait de manipuler aujourd'hui ce cerveau, de le réparer. Alors, tout le problème de l'éthique d'ailleurs est là, c'est quelle est la limite entre la réparation et la limite entre l'amélioration. C'est un des grands problèmes. Et voir la manipulation. Donc nous sommes arrivés à cette idée de travailler un peu sur les neurosciences. Je crois qu'il faut peut-être replacer dans le contexte. Le Parlement a légiféré à 2 reprises sur des lois de bioéthique, notamment sur la procréation médicalement assistée dont on parlait tout à l'heure. Et il nous a paru, Alain Claes et moi-même, que peut-être il y avait là un nouveau champ d'investigation pour le législateur, vérifier dans quelle mesure les libertés individuelles n'étaient pas mises en cause par les neurosciences. Nous sommes là, nous les législateurs, pour justement retraduire au niveau d'une pensée que chacun d'entre nous peut comprendre, le langage un peu ésotérique de nos scientifiques. En matière de neurosciences, je crois que la vraie question qu'on peut se poser, enfin, il y en a 2 essentiellement, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, la possibilité aujourd'hui et demain d'améliorer l'homme, donc de le transformer. On peut assister à une véritable transformation de l'homme. Je crois que les neurosciences ont révolutionné notre façon de penser l'homme et notre façon d'envisager l'humanité elle-même. En fait, on en revient toujours à l'éternel problème de la finitude humaine, de la volonté de l'homme de maîtriser toutes les étapes de sa vie, voire de l'immortalité, voire de se passer de la présence de Dieu. En quoi pour vous ça change la façon de penser? Ça change la façon de penser parce que les scientifiques sont en train... On est revenu à une espèce de réductionnisme, à une espèce de cerveau-machine, où chacune de nos émotions, chacun de nos gestes, chacune de nos attitudes serait prédéterminée par notre cerveau, et où le libre arbitre aurait finalement peu de place. Il y a une espèce de fatalité à vouloir démontrer que la volonté humaine n'a pas de prise et n'existe pas, que tout est prédéterminé par la chimie de notre cerveau. Les neurosciences appartiennent quand même au secteur qui commande l'anthropologie. Or, si le théologien est témoin de l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair et dans l'humanité, et qui représente même d'une certaine façon celui qui a une espèce de priorité dans l'humanité à cause de la résurrection, comment voulez-vous qu'un théologien laisse de côté les avancées de la science? C'est pas possible. Dieu nous a donné le pouvoir de connaître sa création. Or, si le cerveau est un chef-d'œuvre de la création, au point de vue de la vie, c'est la plus grande merveille du monde, au point de vue du vivant. Vous comprenez, il y a 100 milliards de neurones, enfin, vous voyez, c'est prodigieux. Et que les combinatoires de ces neurones donnent quelque chose comme 10 puissance 15, ce qui est faramineux. Donc, c'est une merveille de la science. Je ne vois pas en quoi l'homme qui cherche à comprendre le cerveau transgresserait le pouvoir qu'a donné Dieu de tout comprendre, sans détruire. Et ils ne font pas ça pour détruire. Et à mon avis, il n'y a rien d'autre au départ, qu'une application extraordinairement intéressante des techniques d'observation tout à fait fines au profit de la connaissance du cerveau. Comme théologien, je ne peux pas juger les neurosciences sinon de l'intérieur de leur intérêt proprement humain.
Ce qui est le point de vue du philosophe que j'assume, tout en essayant d'ailleurs de le dépasser sur certains points si c'est nécessaire. On ne peut pas passer uniquement sous silence la complexité du cerveau. Voyez. Je crois, d'ailleurs, Ricoeur le dit, c'est pas, mon cerveau ne pense pas, il m'aide à penser, mais c'est fantastique qu'il existe cet instrument, et pour lequel on n'est rien sinon bénéficiaire. Donc je dirais la même chose, mais en accentuant alors la nécessité d'entrer dans la connaissance admirative du cerveau. Alors il peut y avoir une connaissance dominatrice du cerveau qui est à critiquer, mais le fait de connaître le fonctionnement du cerveau et chercher à le connaître n'est rien d'une domination. Ça fait partie exactement des tâches humaines et de la grandeur de l'homme, non seulement de conduire les bœufs et les brebis, comme dit le psaume 8e, mais de savoir comment vont les étoiles et de savoir comment fonctionne le cerveau, bien sûr. La recherche, c'est-à-dire ce pari de remettre en cause les connaissances et le savoir à la recherche de connaissances nouvelles, dont on pense, dont on espère qu'elles expliqueront mieux, qu'elles permettront de mieux manipuler le réel pendant un temps que ce qu'il y avait avant, est quelque chose de fascinant. Il y a, à mon sens, quelque chose de merveilleux. Maintenant, il y a toujours la science décrite de l'extérieur. La science est d'autant plus forte et puissante qu'elle met en évidence des systèmes de causalité et que donc, au fond, elle décrit ce qu'elle décrit comme objet déterminé par des forces aveugles. Et plus on se rapproche, plus la science se rapproche de l'essai de compréhension de caractéristiques qui sont extrêmement humaines, et plus il y a un danger de réification ou de déshumanisation. Vous savez que la science est d'autant plus efficace qu'elle fait abstraction de la singularité de chacun des éléments qu'elle étudie, et si elle peut les mettre comme des points sur une courbe, eh bien, son pouvoir de compréhension, d'interprétation devient plus grand. Alors, lorsque ce qui représente des points sur une courbe, c'est quelque chose qui nous est propre, lorsque c'est notre vie intérieure, lorsque c'est notre manière profonde de nous sentir comme sujet et acteur de notre vie, qui est décrit de l'extérieur comme quelque chose que la description extérieure peut à elle seule épuiser, il y a un danger de réductionnisme. Si vous voulez, la recherche d'aujourd'hui est riche du manque des découvertes de la recherche de demain. La réalité est riche du manque de ce que nous pouvons en comprendre. La description la plus minutieuse de ce qu'on peut savoir d'une personne est riche du manque de ce que cette personne ressent, vit et devient. Et donc je crois que si la démarche scientifique est mise au service du respect de la personne, eh bien la démarche scientifique est quelque chose qui est dont il ne faut absolument pas avoir peur. Au contraire, elle nous apporte quelque chose. Si par contre, je dirais, des personnes ou la personne est mise au service de ce que la science en apprend, eh bien là, il y a un risque d'instrumentalisation qui est aussi ancien, je dirais, que la science et même que la connaissance. Il y a l'aspect de l'imagerie médicale, où aujourd'hui, avec des images du cerveau en fonctionnement, on tend à démontrer que certaines zones du cerveau sont activées dans certaines circonstances. Et certains chercheurs pensent qu'on pourrait en déduire, en fonction de l'activation de ces zones, la dangerosité de certains individus, leur sincérité, et donc la possibilité d'exploiter ces images par la justice ou pour catégoriser les individus, avec tous les risques que ça pose, notamment en matière de justice, on vient de le dire, mais aussi en matière d'assurance. Sauf qu'il y a encore très loin entre ce qu'on voit aujourd'hui dans le cerveau et l'infiniment petit qui est le propre de chacun d'entre nous. Ce qu'on voit dans le cerveau est à l'échelle d'une zone cérébrale, mais n'est pas à l'échelle du neurone. Donc c'est à l'échelle du neurone que se définit l'identité des individus. Le deuxième aspect, c'est la génétique. La génétique, aujourd'hui, on sait déterminer, trouver un certain nombre de gènes qui prédisposeraient à certaines maladies, notamment à l'autisme, ou bien on saurait déterminer un certain nombre de gènes qui démontreraient les capacités d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque de génisme, puisqu'on sait aussi faire ces images du cerveau pendant son développement, au cours même de la grossesse. Donc il y a deux risques, un risque de génisme et puis aussi un risque de génisme positif, de sélection d'individus surdoués dans certains domaines. Alors en fait, le problème du législateur, c'est de déterminer
quelle est la limite entre la réparation d'un dommage ou d'une maladie et l'amélioration des capacités de l'homme, alors que ce soit ses capacités cognitives, que ce soit son humeur, que ce soit son éveil, et l'inégalité qui pourrait exister entre deux catégories d'individus, ceux qui auraient les moyens d'accéder à ces techniques, qui de toute façon resteront toujours extrêmement coûteuses, et ceux qui n'en auraient pas les moyens. Il y a une grande part de fantasme dans les neurosciences, notamment quand on parle de neuromarketing, par exemple. Il y a une grande part de fantasme. Il n'empêche que ça ouvre à l'homme que je suis des perspectives à la fois vertigineuses et très inquiétantes pour l'humanité, pour les décennies à venir. Le transhumanisme dont parle Jean-Didier Vincent assez souvent demeure de l'ordre du fantasme. Il n'empêche qu'aux États-Unis, des sociétés commerciales ou bien la CIA investissent des millions de dollars dans ce domaine-là pour essayer de créer cette post-humanité. Ce qui m'intéresse, c'est le transhumanisme, effectivement. Ce sont des gens qui recherchent l'homme augmenté et l'homme qui dépasse ses propres limites, c'est-à-dire l'homme immortel pratiquement, une forme d'immortalité qui fait qu'on peut vivre 100, 200, 300, 400 ans en bon état en plus. Donc il s'agit de modifier les gènes de l'homme, modifier ses capacités, et puis augmenter en plus ses capacités en leur implantant par exemple des puces ou en comprenant certains algorithmes de programmation du cerveau et en implémentant le cerveau, ces structures liées à la mémoire, en venant les trafiquer pour ajouter des mémoires à la mémoire propre du sujet, donc augmenter ses connaissances, etc. Tout est possible. Et ça, c'est un projet intéressant, selon vous ? C'est pas la question. Je veux dire que si ça se fait, c'est que ça devait se faire, vous comprenez ? Il n'y a pas de science qui ne soit pas un jour ou l'autre réalisée s'il y a des sorties techniques pour ça. Il n'y a pas en soi d'interdit de Dieu ou de... La nature en soi, elle est faite pour être dépassée. Autrement dit, le programme de Descartes, c'était se rendre maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, le programme est un peu modifié. Ça veut dire qu'il s'agit d'augmenter les capacités de l'humain, le rendre capable de penser l'impensable, c'est-à-dire dépasser ou d'outrepasser ses capacités de raisonnement mathématique, de découvrir des théorèmes cachés, des algorithmes qui n'étaient pas accessibles à leur intelligence malgré tout limitée, augmenter les performances de l'ordinateur humain, si tant est que ce soit un ordinateur, et surtout le rendre réfractaire aux maladies, le rendre réfractaire au vieillissement. Tout ça peut se faire par la convergence des technologies. Donc, vous voyez, rien n'est univoque. Mais on peut admettre que dans une 50aine d'années, l'homme soit maître à peu près de son génome et puisse disposer de clonages qui rendront les femmes totipotentes dans la mesure où elles n'auront plus besoin des hommes. Hein, puisqu'on pourra cloner un individu à partir d'une femme. Il suffira d'avoir des femmes porteuses, pas forcément celles qui aura été clonée. On pourra faire appel à des femmes qui prêteront leur utérus, voire à des utérus artificiels. Le mythe de l'homme éternel ou immortel, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, donc, ça n'est pas très étonnant que les sciences courent après, de la même façon que les mythologies ont couru après, que sans doute la sorcellerie a couru après. Enfin, nous sommes dans une ère technique, donc en fin de compte, c'est la science dont on croit qu'elle va réaliser nos rêves ou nos illusions. Mais c'est un rêve ou un cauchemar au bout du compte, d'être éternel? Moi, je pense que c'est plutôt un cauchemar. D'abord parce que pour les chrétiens, je ne sais plus quand est-ce qu'on rencontre Dieu face à face, si on ne meurt pas. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois, nous croyons que le Christ, nous en rencontrons la trace ici et maintenant, donc de la vie éternelle, c'est et maintenant. Et en même temps, nous confessons qu'il y a un autre temps que le temps de l'histoire, et que en ce temps-là, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes. Et cette parole de l'Apocalypse m'est très chère, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'aimerais tant que le contraire existe, dans le temps de l'histoire, il y aura toujours des deuils et des larmes. Donc, j'espère bien qu'il y a un autre temps,
aussi que celui-ci. Non pas pour dire qu'il ne faudrait pas transformer celui-ci, mais tout simplement parce que nous savons bien que celui-ci sera toujours inachevé.